principale dans la presse dans les années 80, dans Libération et dans Le Monde, entre les deux tours de la présidentielle de 2002, des enquêtes à charge avec des témoignages qui disaient « J'ai été torturé par Le Pen ». Vous avez refait ces enquêtes et vous nous dites que c'est plus compliqué que ça. Enfin, on a refait ces enquêtes. Il faut savoir que quand vous enquêtez sur ce sujet, d'abord, vous n'avez pas accès à toute la partie algérienne. Le régime algérien n'ouvre pas ses archives. Et voilà, donc ça c'est une première très grosse difficulté. Non, ce qu'on a voulu, on n'affirme pas que Le Pen n'a pas torturé, on dit simplement que ces enquêtes qui ont été menées sont sujettes à caution. Pourquoi elles sont sujettes à caution ? À cause d'abord des conditions dans lesquelles Le Pen se rend en Algérie. Il ne s'y rend pas comme un militaire lambda, il s'y rend 3 mois et il est député. Et il paraît finalement, en tout cas assez peu vraisemblable, que ceux qui organisent la torture de façon institutionnelle, car le gouvernement de gauche d'ailleurs à l'époque l'a validé, la pratique de la torture à ce moment-là en Algérie, il paraît assez peu probable que ceux qui organisent la chose en Algérie confient une telle mission à celui qui passe, d'après les témoignages qu'on a eus, y compris là de militaires, qui étaient à l'époque et qui ne sont pas du tout lepénistes, et qui nous disent, franchement, Le Pen, pour nous, c'était un rigolo, et on lui aurait jamais confié une chose pareille. Alors, vous n'avez pas de certitude, plutôt des doutes, mais à vous lire, tout de même, on a l'impression que Le Pen, contrairement à ce qu'il a dit lui-même, puisqu'il a dit « j'ai torturé en Algérie ». Oui, enfin, il a dit lui-même, le lendemain, il a dit le contraire. Il était pour la torture, mais voilà, c'est différent. Il était sur le principe, il acceptait le principe. Oui, il y a un texte tout de même où il dit « j'ai torturé », mais vous dites mais le lendemain, il envoie un droit de réponse disant je parlais d'un nous générique, personnellement, je n'ai pas été engagé dans ces pratiques. Alors, on lira le détail dans votre livre, mais on comprend bien que vous dites les accusations contre Le Pen et la torture ont parfois été portées peut-être un peu à la légère. Sur l'antisémitisme, est-ce que c'est la même chose ? Alors, c'est très différent. Il y a incontestablement un certain nombre de saillies dont le caractère antisémite n'est pas discutable. Ceci dit, ce qui est intéressant, et on en a fait un relevé à peu près exhaustif dans le livre, je crois qu'on en a trouvé 11. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des sorties et des provocations antisémites de Le Pen se situent après l'affaire du détail, qui est en fait le tournant dans la vie politique de Le Pen. C'est après le détail, rien n'est plus comme avant. Et donc c'est à ce moment-là qu'il porte la charge parce qu'il sent que de toute façon son rêve ou l'idée d'accéder un jour au pouvoir par une alliance devient une chose impossible, inaccessible. Et à partir de là, il prend son parti et il dit bon puisque finalement on m'a attaqué sur ce point, eh bien moi je vais continuer à faire de la provocation sur ce point. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a une audience médiatique à chaque fois. C'est-à-dire à chaque fois il fait parler de lui par ses provocations sur les Juifs ou sur la Seconde Guerre mondiale. Alors sur le détail, vous le racontez en détail, cette histoire du détail. Donc les chambres à gaz sont un détail de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tout de même, vous publiez le script de ce qu'il avait dit exactement ce jour-là, sur RTL en l'occurrence. Il a quand même dit, je ne peux pas vous dire si les chambres à gaz existent parce que je ne les ai pas vues. Ça, c'est du négationnisme complet. C'est même plus du négationnisme, d'une certaine façon, que de l'antisémitisme. Mais négationnisme sincère. À ce moment-là, Jean-Marie Le Pen pense qu'il y a des doutes sur l'existence des chambres à gaz ? Écoutez, je ne vais pas sonder les reins de Jean-Marie Le Pen sur ce point. C'est simplement, il ne supporte pas qu'on lui dicte ce qu'il doit dire. En tout cas, ce propos, c'est ça qui est important, c'est que ce propos vient après une année de patients efforts, pour essayer de recoller les morceaux avec la communauté juive. Il va aux États-Unis, il se fait recevoir au Congrès juif mondial, on est en train de lui préparer un voyage en Israël où il doit rencontrer Sharon. Et donc, cette sortie, cette saillie incontestablement négationniste antisémite, eh bien, elle est totalement contradictoire avec tout ce qu'il a construit durant toute l'année. Et ce point-là, à mon avis, n'avait jamais été tellement souligné. Mais donc, votre conclusion, c'est quoi ? C'est qu'il a un antisémitisme à géométrie variable ? Il y a un antisémitisme qui est, disons, survient après le détail et donc qui est pas forcément, comment dire, c'est un antisémitisme qui n'est pas obsessionnel avant le détail.
en tout cas de manière publique, et qui devient récurrent à partir du détail, et où il prend la communauté juive comme une cible, parce que, selon lui, les institutions juives, hein, le CRIF par exemple, l'a empêché, finalement, à bloquer le développement de sa carrière politique. Pierre Péan, autre gros chapitre sur Le Pen et Mitterrand. Ils se connaissaient bien l'un et l'autre, hein. Ils ont des parcours parfois parallèles. Ce que vous racontez en détail, encore une fois, c'est comment Mitterrand a fait médiatiquement, à un moment donné, au début des années 80, comment il a fait Le Pen. Alors, ce qui est d'abord important de rappeler, c'est que François Mitterrand ne considérait pas Le Pen comme un fasciste. Il estimait que Le Pen et le Front National, et il n'y avait pas de rupture avec le reste de la droite. C'est donc très très important. Alors, dans un premier temps, je ne pense pas qu'il a imaginé tout ce qu'il allait faire, mais il lui donne, dans ses 100 propositions, il y avait la proportionnelle. Eh bien, quand lui arrive une lettre de Le Pen via Guy Pen, eh bien, il y va, il donne les instructions aux radios, aux télés, de ça. Donc, il lui donne manifestement un coup de pouce. Mais Mitterrand après, demande aux télévisions de recevoir Le Pen plus souvent, et de fait, il sera très souvent reçu. Alors, ce qui est intéressant de montrer, c'est comment François Mitterrand va à la fois donc donner un coup de pouce à Le Pen, mais d'un autre côté, c'est aussi le même qui va instrumentaliser SOS Racisme pour le diaboliser et le cogner. Et là, dans une perspective totalement politique, c'est-à-dire qu'il sait bien, surtout à partir de 83, donc il chute dans les sondages, et pour les prochaines élections, il est donc totalement minoritaire, et la seule façon qu'il ait encore une chance d'accéder au pouvoir aux prochaines élections, c'est tout simplement de diviser la droite. Et donc, on essaie d'écrire un jeu très subtil, dont seul lui connaît tous les éléments. C'est-à-dire, d'un côté, donc, il favorise. De l'autre côté, avec SOS Racisme, c'est SOS Racisme qui organise les immenses réunions contre Le Pen. Et qui donc, Mitterrand joue avec Le Pen, pour faire simple. Pour faire simple, faire simple, oui, il joue avec Le Pen. D'autres révélations dans ce livre Le Pen, une histoire française, sur Jean-Marie Le Pen et l'argent. Alors, on connaît par cœur l'histoire de l'héritage Lambert. On connaît moins l'histoire de la pharmacienne de Sens. Ah, c'est une histoire formidable. Bon, d'abord, pour le cadre, c'est que on a enquêté, on sait qu'il a un problème avec l'argent, manifestement, mais une question, on n'a absolument aucune réponse, c'est qu'est-ce qu'il fait de son argent, parce qu'il n'a pas un train de vie immense. Mais aussi, on sait... Il aime bien accumuler. Il aime bien accumuler, mais on ne sait pas pourquoi. Mais on sait aussi qu'est-ce qui chapeaute tous les autres, c'est qu'il estime que le Front National, c'est moi, et donc l'argent doit revenir vers moi. Alors, il confond parfois la caisse du Front National avec sa poche, mais ça. La pharmacienne, alors. La pharmacienne, eh bien, c'est donc la veuve d'un pharmacien de Sens qui, en 84, dans une réunion, donne une petite enveloppe de 120 000 francs. C'est beaucoup, 120 000 francs en 84. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Le Pen va estimer que les relations, c'est lui qui va s'en occuper. Et pendant 8 ans, eh bien, cette vieille dame va donner de l'argent et les gens du Front National de Lyon trouvent que quand même rien ne redescend. Et donc, ça va provoquer d'abord, une rupture de la section du Front National, enfin, le Front National de Lyon, divisé en deux, le départ de 100 militants Front National. De l'autre côté, on imagine Le Pen arriver en hélicoptère pour aller chercher les enveloppes. Voire les lingots d'or. Hein, y compris les lingots d'or. Et il va, le jour de la mort, donc l'enterrement de Madame Léonet, eh bien, il est à l'enterrement. Et donc, c'est une histoire assez extraordinaire. Philippe Cohen et Pierre Péan, passionnant récit sur Jean-Marie Le Pen, 50 ans, au moins 60 ans de vie politique. Il y a un reproche qu'on va peut-être vous faire, qu'on peut peut-être vous faire déjà en vous ayant entendu ce soir, celui de la complaisance vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. On entend bien en vous écoutant que c'est un livre écrit sans haine. Sans haine, oui, mais alors. Oui, mais ça c'est un choix, c'est-à-dire que il faut tirer le bilan de la diabolisation de Le Pen. Hein, la diabolisation. Le Pen en 74 fait moins de 1% des voix. Après 30 ans de diabolisation, il lègue un parti en très bonne santé, avec un potentiel de plus de 20%. Ça n'a pas marché. Donc il faut quand même essayer autre chose. Et il faut essayer, du coup, d'être entendu par les électeurs de Le Pen.
C'est-à-dire comprendre. d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Autrement dit, il y a le choix face à Le Pen, ou diaboliser, ça a été fait amplement avec les résultats qu'on connaît, ou essayer de comprendre la mécanique, comprendre pourquoi les thèmes ont été, on insiste beaucoup là-dessus. C'est que non seulement Le Pen a été diabolisé, mais les thèmes de Le Pen sont aussi diabolisés, si bien que ça bloque le débat politique. Et c'est pas rien, les trois grands sujets sur lesquels il travaille, c'est la sécurité, l'immigration et la mondialisation. Et donc ces thèmes-là, dès que quelqu'un veut parler de ça, lepénisation des esprits. Ben, nous n'avons pas nos esprits lepénisés, mais on essaie quand même de comprendre. Merci beaucoup Philippe Cohen, Pierre Péan. Ça sort demain en librairie. Le Pen, une histoire française, chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans Europe 1 Soir. Dans un instant, David Abiker.